Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Cette semaine, on parle encore une fois d'un projet passé, mais pas si passé que ça parce que il vient tout juste de se terminer. Le rapport, il vient à peine d'être déposé. C'est encore tout chaud, tout beau. Ce projet-là se nomme Irrigation des plantes fourragères, outiller le milieu pour qu'il puisse prendre des bonnes décisions. Ou le petit nom de code là, qu'on lui a donné, Irifoin. Pour l'occasion, on reçoit une fois de plus notre collègue Jérémy Vallée, qui est professionnel de recherche à l'IRDA dans l'équipe de Régie de l'eau, alias ChatGPT, pour ceux qui se rappellent de l'épisode. Parce que Jérémy a beaucoup travaillé sur ce projet-là, évidemment, mais tout particulièrement sur la rédaction du rapport. Fait que sans vouloir lui mettre de pression, je pense il est la bonne personne qui a la vision globale du projet, puisque c'est encore tout frais dans sa mémoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, là, je me permets de souligner que le 6 mars dernier, c'était les 1 an du podcast Autrement dit. Yeah! Fait que très content là, d'où on est rendu. Comme je le disais au premier épisode, c'est pas notre métier à personne. On apprend encore un peu à tous les jours. Bref, tout ça pour dire que l'épisode d'aujourd'hui, ça se trouve à être le dernier de la première saison de Autrement dit. Mais bonne nouvelle, je peux déjà vous dire qu'il va y avoir une deuxième saison. D'ailleurs, là, avec la nouvelle saison agricole là, qui commence à arriver, on pense que c'est le moment tout désigné là, pour lancer notre deuxième saison à nous. Fait que, on espère plein d'invités intéressants, des nouveaux sujets ayant trait à la gestion de l'eau en milieu agricole. Bref, une super saison qui nous attend, on l'espère. Je me permets aussi de rappeler aux auditeurs et auditrices de s'abonner au balado Autrement dit. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts, sur YouTube aussi. Prenez le temps là, de cliquer sur le petit bouton s'abonner, ça nous donne un bon coup de main. Mais bon, revenons à notre saison 1. Sans plus tarder, je reçois mon co-animateur, Carl Boivin. Salut Carl, comment ça va? Salut Félix, ça va bien et toi? Ça va super bien, merci. Carl, sans trop s'étendre sur le sujet, là, veux-tu dire un mot concernant la première année du podcast puis sur la deuxième saison qui s'en vient? Bien sûr Félix. Comme tu viens de le dire, c'est pas notre métier à personne, mais quand je regarde le nombre d'écoutes, je crois qu'on peut se lancer dans une deuxième saison. Puis de toute façon, on n'a pas le choix, on a promis on a promis des podcasts comme livrables dans la plupart des projets qu'on a. Donc, l'occasion, je trouvais que l'occasion était intéressante pour rappeler nos 3 objectifs du podcast qu'on a mentionné dans le premier épisode, qui sont en fait rejoindre, vulgariser puis inspirer. Parce que les projets qu'on réalise, en fait, ils répondent à des besoins ou ils visent, si on veut, à proposer là, des solutions à certaines problématiques. Donc, c'est important d'avoir différents canaux de diffusion. On fait des rapports, on fait des présentations, on fait des capsules vidéo. On trouvait que les podcasts, justement, c'était intéressant pour rejoindre les producteurs, les conseillers, puis aussi, un canal intéressant pour vulgariser le contenu de nos rapports. Donc, on trouvait que le podcast là, se prêtait bien à tout ça. Et ultimement, on souhaite inspirer dans le sens où on souhaite que les résultats ou les idées qu'on propose soient adoptés par les producteurs. Donc, pour la deuxième saison, on vise près d'une 20aine d'épisodes, ce qui devrait nous amener là, à quelque part autour de Noël 2024. Donc, c'est inspirant tout ça. Donc, aujourd'hui, on vous parle du projet Irifoin, mais on a d'autres projets qui viennent de se terminer, comme Val aux pluies, Estimo, puis un autre sur les bleuets sauvages cultivés. Donc, ça donne une idée des prochains épisodes. Il y a aussi nos 2 projets PAD, là, ou si vous préférez, nos 2 projets financés par le plan d'agriculture durable avec l'Association des producteurs de fraises framboises du Québec et les producteurs de légumes de transformation du Québec, qui sont toujours là, c'est des projets qui sont toujours en cours, qui restent des podcasts là, à réaliser. On a aussi là, des nouveaux projets qui commencent, qui commencent dans les prochaines semaines.
Comme il y en a un aussi sur en fait l'élaboration d'une formation sur la gestion de l'eau dans les productions végétales et animales. Donc, on va entre autres traiter de l'eau de surface, l'eau de souterraine, le drainage, le besoin en eau des cultures, la distribution de l'eau d'un bâtiment d'élevage, la salubrité, la récupération de l'eau. Donc, on veut vraiment, j'appellerais une formation 360. Puis, on a aussi un projet qui vise à diminuer la vulnérabilité au déficit hydrique des systèmes culturaux, où on ambitionne de faire le tour de l'ensemble des systèmes culturaux qu'on retrouve au Québec. Ça va d'ailleurs être le sujet du prochain épisode de podcast. Mais bref, on entend souvent qu'il est important de vivre le moment présent, donc revenons à Irifoin, Félix. Ouais, c'est ça, c'était un peu là où je m'en allais, mais bref, je pense que c'est une belle année de diffusion qu'on a devant nous, fait que c'est excitant pour moi, entre autres. Donc, Carl, Irifoin, d'où ça part ce projet-là? Au moment d'écrire ce projet-là, Félix, en 2019, il y avait plusieurs entreprises là, qui venaient de passer au travers de 3 années de sécheresse. Puis il y a plusieurs de ces entreprises-là qui ont dû composer avec une diminution importante de leur récolte. Ces mêmes entreprises sont retrouvées avec des rendements insuffisants pour nourrir leurs animaux. Puis, dans certains cas, la rareté là, a occasionné une augmentation importante des prix dans certaines régions. Pour ceux qui sont moins familiers avec le secteur, les producteurs laitiers et de bovins de boucherie s'appuient grandement là, sur les plantes fourragères pour alimenter leurs animaux. Donc, autrement dit, l'objectif principal, c'est pas de faire de l'argent avec les plantes fourragères, mais c'est plutôt de produire au meilleur prix possible. Donc, il y a différents facteurs là, qui sont impliqués dans la vulnérabilité au stress hydrique d'une culture. On en a parlé par le passé, on peut penser au sol, la variété, le stade de développement, il y en a d'autres. Mais il y a aussi différentes stratégies possibles pour réduire cette vulnérabilité-là. Mais ce projet-là s'est concentré là, spécifiquement sur l'irrigation. Mais avant qu'Irifoin débute, il y a eu des essais à petite échelle là, qu'on a réalisés en 2019, à l'été 2019, là, à l'île d'Orléans. Et ces essais-là faisaient partie d'un projet où il y avait d'autres trucs qu'on faisait aussi, mais c'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec la MRC de l'île d'Orléans, le MAPAC, Dubois Agrinovation, il y avait Soleno aussi, et 4 entreprises agricoles, là, tous situées à l'île d'Orléans. Donc, ce projet-là s'intitulait Le défi de l'eau. L'île d'Orléans se mobilise. Il y a un rapport qui est disponible pour ceux qui sont curieux. D'ailleurs, ce projet-là a mené aussi à d'autres projets d'envergure, je dirais, comme celui sur la valorisation de l'eau de pluie, qu'on va parler là, dans les prochains pas le prochain, mais dans les prochains podcasts. Mais si on revient à nos plantes fourragères, ces essais-là ont été très concluants à l'été 2019. D'ailleurs, ils ont fait même l'objet d'un reportage là, à la Semaine verte. Donc, je pense qu'on pourra mettre le lien pour ceux qui s'intéressent là, sur la page de l'épisode. Maintenant, on savait dès le départ que l'aspect économique sera un enjeu. Pour des cultures à revenus plus élevés par unité de surface, là, comme les petits fruits, on pense aux fraises ou les légumes, c'est plus facile de justifier le recours à l'irrigation. Aussi, il y avait l'enjeu de l'approvisionnement en eau, parce que les plantes fourragères, c'est des cultures de type extensif, je dirais. Même, il y a 1 million d'hectares de cultures, en fait, 1 million d'hectares qui sont en culture de plantes fourragères au Québec. Donc, on imagine assez bien qu'il pourrait y avoir des conflits d'usage dans plusieurs régions si cette pratique-là était adoptée là, à grande échelle. Donc, l'idée était d'en apprendre un peu plus là, sur le besoin en eau de ces cultures-là et l'impact là, du stress hydrique sur le rendement et la qualité de ces cultures. On voulait aussi déterminer s'il y avait des contextes où la rentabilité de l'irrigation pouvait s'exprimer. Autrement dit, la question n'était pas de savoir si c'est pertinent d'irriguer les plantes fourragères, car chaque contexte de production est différent. On a juste à penser, par exemple, à un sable versus un loam. C'est assez intuitif de savoir lequel va être plus vulnérable. Mais c'était plutôt de savoir, finalement, s'il y avait des contextes de production où ça pouvait se justifier. Super, Carl. Je pense que ça t'a dressé un portrait de long en large de c'est quoi ce projet, de où ça part. Je pense que c'est l'heure d'inviter maintenant notre collègue Jérémy Vallée à joindre à la discussion. Salut Jérémy, comment ça va? Salut les gars, ça va super bien. Je suis bien heureux de venir vous parler un petit peu de plantes fourragères. Mais là, en date d'aujourd'hui, on enregistre le 4 avril, et puis je regarde dehors avec la neige et tout ça. Je me sens un petit peu moins proche là, des conditions de Ouais, champ, de la saison. saison. Là, mais bon, on va quand même. On va continuer à rêver en attendant. On va en parler, c'est ça. Jérémy, je vais tenter de structurer l'épisode un peu. Premièrement, je serais prêt à dire que le projet se décline en 2 différents objectifs. Le premier objectif, c'est mesurer l'impact du stress hydrique sur le développement, le prélèvement en eau, le rendement et la qualité des plantes fourragères.
Carl nous a un peu raconté là, la genèse du projet puis sa mise en place. J'aimerais ça maintenant, Jérémy, qu'on explique plus concrètement là, comment on s'y est pris pour mesurer ces différents impacts-là. Puis pour commencer, je propose qu'on prenne le premier impact, qui est l'impact du stress hydrique sur le développement des plantes fourragères, bref. Absolument. Ben, pour pouvoir mesurer l'impact du stress hydrique sur le développement des plantes fourragères, Félix, là, tu sais, dans le fond, on s'est pris d'une certaine manière en deux volets. On a établi un site principal à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, où est-ce que là, on a mis en place le dispositif expérimental. Je vais revenir un petit peu plus en détail. Puis d'autre part, on suivait là, environ une dizaine de sites là, qu'on appelait les sites satellites. Qui étaient répartis un peu partout au Québec. Là, fait qu'on était en Estrie, en Montérégie, au centre du Québec, le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale. Donc, on voulait avoir un échantillonnage là, quand même là, varié de texture de sol, de région, mais aussi de contexte de composition de mélange fourragé. Là. Fait qu'on voulait avoir, bien que 10 sites, ça soit comme, on va dire minimal, parce que dans les plantes fourragères, là, on a une très, très grande diversité de cultures, mais tout de moins, on voulait avoir un suivi sur ces sites-là. D'une part, le site principal, c'est vraiment là où on a fait nos traitements, comme on pourrait dire. Fait qu'on avait un dispositif. Il faut s'imaginer un peu un système d'irrigation avec une ligne en aluminium, un système d'irrigation avec des gicleurs, puis on a mis en place des parcelles avec 3 traitements. Fait qu'on avait un traitement qui était non irrigué. Après ça, on avait 2 traitements qui étaient irrigués. On avait un traitement qu'on pouvait intervenir avec l'irrigation juste après la coupe. Fait que dans le fond, si on fait 1 ou 2 ou 3 coupes par saison, mais on peut juste intervenir le même nombre de fois avec l'irrigation que le nombre de coupes. Puis ensuite de ça, on avait un autre traitement irrigué où là, on pouvait intervenir avec l'irrigation là, dès que le statut hydrique du sol là, le recommandait. Là. Fait que c'est comme ça qu'on s'y est pris. Puis bien sûr, on mesurait plus de choses sur le site principal, beaucoup plus de paramètres. Bien sûr, on a mesuré des paramètres là, concernant la texture du sol, les détritus, le pH, les paramètres de base. On suivait de façon assez intense là, le statut hydrique du sol là, avec les fameuses sondes TDR. Donc, on a instrumenté plusieurs parcelles à différentes profondeurs. Jusqu'à environ là, 75 cm de profondeur là, pour voir là, le prélèvement, pour estimer, mesurer le prélèvement en eau de ces plantes-là. Puis ensuite de ça, ben, ce qu'on a fait, c'est on a pris des mesures de rendement. Fait que grosso modo, on a pris des hauteurs de plan, puis les rendements là, en biomasse là, qu'on a fait là, à chacune des coupes. Puis je ne l'ai pas dit, mais ce projet-là a été implanté dès l'implantation en 2020 sur le site principal. Fait qu'on a eu 3 saisons consécutives, donc l'implantation en 2020, 2021 la première année en production, puis 2022 la deuxième année en production. Fait qu'on a vu quand même là, 3 ans dans les mêmes conditions, le même champ, là, tous ces paramètres-là. Puis finalement, on a aussi mesuré, là, pris des échantillons pour voir la qualité là, du fourrage, là, puis différents paramètres qu'on a mesurés pour voir ce qu'il y a un impact là, du stress hydrique sur la qualité des fourrages qu'on récolte. Puis dernière chose, on avait également là, des mesures de composition de mélange, c'est-à-dire qu'on faisait des petits quadras dans ces parcelles-là, puis on mesurait les différentes, les mauvaises herbes, les graminées et la luzerne pour voir si on avait un changement de composition du mélange. Parce que dans le site principal, on avait un mélange qui était au semis 90% luzerne, 10% de graminées. Puis on l'a vu évoluer là, au courant des années. Pour les sites, je reviens encore une fois avec mes sites satellites. Les sites satellites, on avait un suivi qui était un peu plus léger, je dirais. On avait un suivi du statut hydrique du sol là, qui était fait qu'on mesurait la pluviométrie, puis aussi là, le statut hydrique du sol pour voir si on était capable de mesurer des contraintes de prélèvement sur ces sites-là dans leur contexte. Donc, c'est un peu là, l'ensemble des paramètres là, qu'on a suivis là, sur l'ensemble des années là, pour la durée du projet. Donc, Jérémy, si tu nous rafraîchis un peu la mémoire, est-ce que, bon, le projet a été fait en 2020, 2021, 2022, est-ce qu'il y a eu des saisons là, qui étaient plus propices à faire une contrainte ou un stress hydrique pour la culture? Ben effectivement, dans le fond, en suivant là, ces 3 années-là, on s'est rendu compte qu'on a eu on a mesuré des saisons qui étaient assez différentes. La première année, le 2020, au site principal, je suis toujours encore à l'île d'Orléans, là. C'est là qu'on a mesuré quand même là,
la plus grosse contrainte de prélèvement en eau là, dans nos parcelles. Dès le semis, on a eu des conditions quand même de sécheresse, absence de précipitation pendant une période assez longue. Jusqu'à la première coupe, là, ça a été plus intense en 2020. 2021 a quand même eu son lot de stress. On parle d'une courte période là, après la première coupe, où est-ce qu'on a quand même mesuré là, des contraintes de prélèvement. Puis 2022, ça a été une saison beaucoup plus humide, donc moins de contraintes là, à mesurer là, à l'île d'Orléans. Puis bien sûr que plus on avait de contraintes de prélèvement en eau, plus les consignes d'irrigation étaient déclenchées souvent. Fait que, la saison 2020 a été quand même plus intense en termes d'irrigation que 2022, si je compare. Mais 2021 a quand même eu aussi son lot d'irrigation, là, plusieurs épisodes là, au courant de ces saisons-là. Pour les sites satellites, vu qu'on était dans plusieurs régions, on a eu quand même une petite différence là, au niveau des périodes de sécheresse. Mais tu sais, si je fais une analyse, on va dire là, synthèse de tout ça, je pourrais dire que la majorité là, des sites ont vu des contraintes de prélèvement plus ou moins importantes au courant de ces 2 années-là, parce que je ne l'ai pas dit, mais les sites satellites, on les a suivis seulement sur 2 ans, donc 2021 et 2022. Puis, je dirais que c'est dans une proportion de 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de ces sites-là ont eu des contraintes de prélèvement, puis environ 1 tiers, on n'a jamais vu de contraintes de prélèvement. Là. Ça s'explique par le contexte pédologique, mais aussi là, la composition du mélange, bien sûr. On parle de contraintes, Jérémy, mais mettons en contexte de confort hydrique, là, où la plante, finalement, ne subit pas de contraintes. Ça pourrait ressembler à quoi, là, le prélèvement en eau d'une prairie de luzerne? C'est quand même assez important. Là. On a été surpris de voir là, les quantités d'eau qui peuvent être exportées du système. Comme j'ai dit, on avait des sondes qui mesuraient là, les différentes profondeurs racinaires. On allait jusqu'à environ 75 cm. Puis on avait, je ne l'ai pas mentionné, mais on avait également une station météo au site principal. Puis on avait aussi également là, la chance d'avoir les données météo d'évapotranspiration avec Agrométéo sur l'ensemble des sites. On avait bien sûr des stations météo à proximité. Fait qu'on a pu suivre ce prélèvement en eau-là, puis on a mesuré finalement là, des coefficients culturaux. On a estimé ces coefficients culturaux-là. Puis les maximums qu'on a pu voir là, sur certains sites à certaines périodes, là, c'est des coefficients culturaux de l'ordre de 1,6 à 1,8 dans le maximum. 1,8 fois l'évapotranspiration potentielle. Donc, sur une journée, on va dire typique de 3-4 mm, on avait 1 ou 4-5 mm, 6 des fois à certains moments au courant de l'été, on avait jusqu'à 1,8 fois cette quantité d'eau-là. Donc, quand le couvert végétal est bien développé, que la culture est haute, puis on est proche de faire la coupe, bien sûr, l'exportation en eau, elle peut être vraiment importante. Super, maintenant je suggère qu'on entre dans le croustillant des résultats, pas que ceux que tu viens d'énumérer n'étaient pas intéressants, là, évidemment, mais je pense que ce que tout le monde veut savoir, c'est l'impact du stress hydrique qu'on a mesuré sur le rendement et la qualité des plantes fourragères. C'est sûr que les rendements qu'on a mesurés, c'était au site principal. Dans le fond, on a mesuré des rendements aussi sur les sites satellites, mais vu qu'on n'avait pas de traitement irrigué dans ces sites-là, c'était plus difficile. On avait des sites qui avaient des contraintes de prélèvement. Donc, les rendements que je présente là aujourd'hui, c'est vraiment au niveau du site principal. Sur les 3 années, comme je l'ai dit tantôt, 2020 a été l'implantation. On a quand même fait des irrigations dès l'implantation. Puis, on a fait une seule coupe là, à la première année. Puis, en fait, d'avoir une autre, de maintenir les parcelles dans un confort hydrique, on va dire ça comme ça nous a permis là, de maintenir là, le rendement, on va dire, maximal. Puis la différence est de l'ordre de 20 en implantation qu'on a mesuré là, sur le rendement en biomasse. Pour ce qui est de 2021, ça a été un peu différent. 2021, on a eu quand même assez de précipitations au niveau du printemps. Fait qu'on n'a pas vraiment eu d'irrigation là, avant la première coupe. Fait qu'on ne peut pas vraiment comparer au niveau de la première coupe. Mais la deuxième et la troisième coupe, là, on a eu des irrigations là, à ce niveau-là. Puis, à la deuxième coupe, là, on a des différences de l'ordre d'environ 10 puis à la troisième coupe, de l'ordre de 5 .
C'est des différences qui sont moindres, mais on les met aussi en parallèle que les conditions de contrainte ont été plus courtes là, en 2021. Fait que ça fait du sens qu'au niveau du rendement, ben, on ait des différences qui sont un peu plus basses, mais qui sont quand même significatives, là, je dois le rappeler. Puis 2022, ben malheureusement ou heureusement, on n'a pas vu de différence. Là. On n'a eu qu'une seule irrigation au printemps. On semblait 2022 est parti sur un printemps assez sec, puis on s'est dit bon ben ça va être une année extraordinaire pour faire des essais. Pas Mais tellement. finalement, les précipitations sont arrivées par la suite, puis on n'a pas redéclenché l'irrigation là, par la suite. Donc, pas eu de différence là, pour la troisième année. Puis côté qualité, Jérémy, ce qu'on a mesuré, ben moi je connais la réponse. Je l'espère. Mais est-ce qu'on a mesuré des effets là, sur la qualité de la récolte? Dans l'ensemble, je dirais qu'on n'a pas été capable de mettre en perspective là, une différence sur la qualité, là, malgré qu'on a fait plusieurs échantillonnages en plusieurs parcelles. Ça semble pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on a été capable de dire qu'on a de différences significatives là, vraiment. Là. Donc, pour l'instant, c'est les résultats qu'on a. OK, intéressant. Bon, super. Ben, mea culpa, premièrement, messieurs, et aux auditeurs aussi. Tantôt, j'ai menti. Je pense qu'il y a autre chose que tout le monde veut savoir, puis c'est est-ce que c'est rentable d'irriguer des plantes fourragères? Puis ça tombe bien parce que on tente de répondre à cette question-là avec notre deuxième objectif pour ce projet, qui est définir les contextes, prix des terres, systèmes d'irrigation, prix du foin, etc., où la rentabilité de l'irrigation peut s'exprimer tout en y incluant les besoins de stockage en eau d'irrigation. Fait que Jérémy, qu'est-ce que tu as à dire de ça? Ben effectivement, l'irrigation, tout le monde le sait, c'est pas gratuit. Carl n'a jasé un petit peu tout à l'heure. Nous autres, on avait quand même un intérêt là, de faire des analyses économiques là, qui ont été faites là, en partenariat avec le SECPA. Dans le fond, on voulait voir, on avait l'aspect agronomique, on a vu qu'on a des différences de rendement qui peuvent être significatives, mais là, ben, l'aspect économique, c'est super important, fait qu'on voulait détailler cette partie-là. On est parti sur, en fait, un scénario de perte de rendement, parce que pour pouvoir, si l'irrigation est rentable, on voulait voir, là, on voulait estimer différents niveaux de perte là, de rendement là, des plantes fourragères. Fait qu'on avait un scénario de référence où est-ce qu'on évalue une saison qui est sans perte. Ensuite de ça, on a 3 niveaux de perte là, qui pourraient arriver dans une saison. Une perte faible qui représente 10% de la perte de rendement, mais de façon annuelle. Une perte moyenne qui est environ de 25%, puis une perte très élevée qui serait de l'ordre de 50%, mais toujours sur une base annuelle. Fait qu'on est parti sur cette base-là avec ces 3 scénarios de perte, puis on a évalué 3, on va dire, contextes ou scénarios crédibles que les gens pourraient faire pour justement là, s'assurer d'un approvisionnement en fourrage. Fait qu'on avait, bon, bien sûr, le premier scénario, c'est de s'acheter des équipements d'irrigation puis de faire de l'irrigation à la ferme. Deuxième scénario, on avait aussi faire l'achat des terres. Si par exemple un producteur a l'occasion d'acheter des parcelles de terre pour agrandir, dans le fond, les superficies en culture, pour pouvoir produire ses fourrages. Puis troisième option, c'est de souscrire une assurance récolte auprès de la financière agricole. Fait qu'on a évalué ces 3 grands scénarios-là. Puis je propose peut-être là des décortiquer un à un parce que c'est quand même intéressant ce que l'analyse nous renseigne. On y va comme ça. Le premier scénario, bien sûr, c'était l'irrigation. Fait que c'est sûr qu'avec l'irrigation, en ayant différents niveaux de perte là, de 10 à 50%, on a dû mettre en place ou évaluer la quantité ou le nombre d'irrigations qu'on devrait faire avec ces niveaux de perte-là. Fait qu'on arrive entre 100 et 200 mm à l'hectare là, pour les différents niveaux de perte. Le système d'irrigation qu'on a choisi, c'est un canon enrouleur, un système d'irrigation qui est quand même assez pratique pour pouvoir le déplacer d'un champ à l'autre, qui est assez économique aussi. Fait que c'était ça aussi, d'avoir un système le moins cher possible pour pouvoir pallier là, à l'irrigation là, à la ferme. Puis on avait aussi une pompe PTO là, actionnée par un tracteur que le producteur a souvent en main. Donc le scénario économique là,
Pour les détails, vous irez voir dans le rapport qui va être diffusé sous peu. Mais bon, on a absolument des coûts d'opération à chaque fois qu'on irrigue. Il y a des coûts de carburant, entretien, tout ça, main-d'œuvre. Puis on a des coûts fixes annualisés là, pour tout ce qui est les équipements, le canon, les tracteurs, tout ça. Le système d'irrigation a été amorti sur une période de 15 ans, je dois le rappeler. Puis ça nous donne, dans le fond, des marges annuelles là, pour l'irrigation. Fait que si on prend une perte faible, on a un coût ou une perte de 38 000 annuels, puis jusqu'à une perte élevée là, qui est d'environ 21 000 Puis je dois rappeler que si, par exemple, on n'a pas de perte, mais on doit quand même avoir un coût annuel de 28 000 donc ça nous coûte quand même de l'argent avoir ce système d'irrigation-là parce qu'il faut l'amortir pour l'entreprise. Fait que c'est ce que ça coûte, dans le fond, irriguer là, un scénario avec l'irrigation, qui est un scénario basé sur une superficie en plante fourragère de 30 hectares. Donc, si je comprends bien, Jérémy, quand tu parles de marge, en arrondissant un peu les coûts, ça veut dire que, bon, si j'ai un système d'irrigation dans le contexte que tu viens de décrire, ça veut dire que si je m'en sers pas, ça me coûte 28 000 par année. Donc, si j'ai des faibles pertes, donc c'était 10% là, le seuil qu'on avait mis, ben là, c'est sûr, ça coûte plus cher parce qu'il faut l'utiliser, il faut le déplacer, il va y avoir de l'essence, il y a différents trucs là, qui amènent ce prix-là à la hausse. Donc, on parle de 38 625 $. Là, je n'ai pas arrondi, c'est vraiment ça à ce quoi on arrive. Maintenant, si on parle de perte moyenne, ben là, on passe de 38 000 à 36 000. Ça veut dire que finalement, on vient un peu, là, on vient compenser le coût, si on veut. Puis avec les pertes élevées, ben, on diminue ce coût-là à 21 500 $ et quelques poussières. Pour le deuxième scénario, le scénario achat des terres, ça a été le scénario assez difficile à faire parce que on s'imagine, dans le fond, on part avec notre même scénario sur 30 hectares, puis on dit, OK, on a des pertes de rendement entre 10 et 50 mais là, on a besoin d'avoir des superficies pour combler ces pertes de rendement-là. Ben, souvent, la réalité, c'est est-ce que le producteur va pouvoir acheter juste la bonne superficie pour combler ses propres besoins. Fait qu'il y a quand même un enjeu à ce niveau-là d'être capable d'acheter la bonne superficie. Parce que si je donne, par exemple, pour une perte moyenne de 25 on aurait besoin de 10 hectares dans un scénario de 30 en culture, 30 hectares en culture. Donc, vous voyez qu'il y a un enjeu d'être capable d'acheter juste la bonne grandeur de terre pour les producteurs. Mais tout de moins, si on fait la même analyse, puis on regarde les coûts annuels que ça engendre, pour une faible perte, ce qui se retrouve être un scénario assez intéressant. La marge annuelle, là, dans le fond, est de 3 500 $ environ. Puis, le scénario est un petit peu moins performant plus la perte est importante parce que lorsqu'on a une perte élevée, probablement qu'on est quand même obligé d'acheter des fourrages à l'extérieur. Fait que c'est un peu un scénario qui est moins performant parce que dans une perte élevée, par exemple, ça nous coûte 38 000 $. On se rappelle, avec le système, avec l'irrigation, là, on était à 21 000. Fait que le système d'irrigation est plus intéressant économiquement, plus les pertes sont élevées. Puis à l'inverse, ben, l'achat des terres est plus intéressant quand on a des pertes qui sont plus faibles. Puis il y a quand même un deuxième enjeu sur l'achat des terres, c'est le prix des terres. Là, on le sait, là, on voit ça dans les médias depuis plusieurs années. L'achat des terres devient de plus en plus... les bonnes terres sont de plus en plus dispendieuses. Puis dans notre scénario on va dire de référence, là, on avait un prix à l'hectare d'environ 11 000 $. Fait que pour quelqu'un là, qui se retrouve à payer 15, 20, 25 000 $ l'hectare, ben, pour faire des plants de fourrageurs, là, on se rend compte que ça devient vite très, très déficitaire. Le troisième scénario, le troisième scénario pour l'assurance récolte, celui-là, dans le fond, ça a été aussi compliqué d'avoir les bonnes données pour calculer les bonnes primes et tout ça, mais le SECPA ont fait un super travail à ce niveau-là. Dans le fond, l'assurance récolte, c'est de souscrire une assurance qui est annuelle. Donc, pour notre scénario toujours de 30 hectares, on a une prime, une contribution nette d'environ 1130
30 annuellement. Donc, puis là, ben, on analyse ça aussi, encore une fois, avec nos 3 intensités de perte, faible, moyenne et élevée. Puis, l'assurance récolte est intéressante, mais ça prend des pertes moyennes à élevées. Parce que lorsqu'on a une faible perte, par exemple 10% annuelle, souvent l'assurance récolte n'est pas déclenchée. Fait qu'il faut à la fois payer la prime, puis à la fois payer, acheter du foin à l'extérieur parce justement, on n'est pas protégé lorsqu'on a des faibles pertes. Donc, ça, c'est un enjeu. Puis il y a aussi également un autre enjeu pour voir, il y a un contexte là, au niveau de la financière, c'est que lorsqu'on a des pertes qui sont plus importantes de façon régionale, il y a un mécanisme de bonification du prix. Puis le scénario qu'on a pris prend en compte là, justement la fameuse bonification du prix de remplacement là, en dollars de tonnes là, qui manque. Si je regarde là, au niveau des marges annuelles, lorsqu'on a des faibles pertes, on est environ à 6 000 pour l'assurance récolte. Là où ça devient plus intéressant, c'est lorsqu'on a des pertes moyennes à élever. On est à environ à 11 000 lorsqu'on a des pertes moyennes. Puis jusqu'à, pour 50% de pertes, on est environ à 16 000 Fait que c'est le scénario lorsqu'on a des très fortes pertes. C'est assez intéressant. On était à 21 000 si on se rappelle, avec l'irrigation. Là, on est à 16 000 avec l'assurance récolte. Bien sûr, c'est si on est vraiment capable d'avoir accès à acheter du fourrage de bonne qualité. On l'a vu dans les médias dernièrement, les producteurs de l'Abitibi ont eu des sécheresses quand même assez importantes. Puis, si on est dans une région éloignée, est-ce qu'on va être capable d'avoir un approvisionnement à bon prix, puis qu'on ne va pas nécessairement avoir des surprimes à cause du transport ou quoi que ce soit. Là. Fait que c'est sûr que c'est une analyse là, qui prend en compte une certaine prix en fonction d'une certaine rareté, mais jusqu'à une certaine limite, là, je dirais. Là. Puis ça, on fait fi aussi, là, on peut avoir des cas de figure où des producteurs auraient déjà des systèmes d'irrigation ou des prêts de systèmes d'irrigation. On a des scénarios qui sont là, qui évaluent différents scénarios, mais en réalité, chaque ferme est unique puis qui ont un contexte là, vraiment propre à eux, là, qui doivent faire justement là, eux-mêmes leur scénario économique pour voir. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les cultures des plantes fourragères souvent se fait à perte. Fait que pour les producteurs, c'est de minimiser les coûts pour avoir un approvisionnement de qualité, pour alimenter le troupeau, que c'est le troupeau qui va générer des revenus à la ferme. Là. Puis dans ce contexte-là aussi, faut dire qu'on ne prend pas en compte un coût d'installation, par exemple, d'une source d'approvisionnement en eau ou d'un certificat d'autorisation. Donc, c'est... puis est-ce qu'on a la capacité, justement, d'être capable de prélever autant d'eau? Parce que j'ai parlé entre 100 et 200 mm à l'hectare. Pour un producteur qui a des dizaines et des dizaines d'hectares, on se rend compte que ça peut être des volumes d'eau très impressionnants, très importants. Fait que si on a justement des coûts supplémentaires, c'est pas inclus dans l'analyse, là, c'est vraiment en plus. Là. Si on résume ça là, en quelques faits saillants, ben, on comprend qu'agronomiquement, ça tient la route d'irriguer des plantes fourragères. Bon, on se souvient que la première année, l'année d'implantation, on a eu un gain de rendement de 20%. On a eu des gains aussi là, les années suivantes. Donc, ça tient la route. Côté qualité, on s'attendait quand même à avoir un effet là, sur la qualité du fourrage. On s'attendait à ce que cette qualité-là soit un petit peu moins bonne pour les sites là, qui avaient été stressés finalement. Mais bon, aucune différence. Tant mieux dans un certain sens. Maintenant, bon, on savait que les plantes fourragères, ça m'a fait surtout la luzerne, là, ça va prélever en profondeur. Souvent, ça va peut-être être la compaction ou le site là, qui va limiter cet enracinement-là. Fait que nous, on a instrumenté jusqu'à 75 cm de profondeur. On a vu du prélèvement là. Maintenant, on a vu des coefficients culturaux aussi qui étaient intéressants, assez élevés, 1,8. Ça veut dire qu'on pourrait même, sur mettons, une journée où il fait 5 de TP, une belle journée d'été, là, pas comme aujourd'hui, là, au moment d'enregistrer ce podcast-là, mais ça veut dire qu'on pourrait même évaluer qu'il pourrait avoir jusqu'à 9 mm là, qui sort du système culturel. Fait que c'est quand même assez élevé là, comme hauteur d'eau.
Maintenant, où ça se garde, c'est le volet financier, si on veut, le volet économique. Parce que, bon, mais comme tu viens d'en parler, Jérémy, finalement, ça devient plus intéressant soit d'acheter des terres, mais encore faut-il qu'il y ait des terres à acheter, ou ça devient aussi plus intéressant finalement de faire affaire avec l'assurance récolte. Mais encore là, si on se retrouve dans une situation où l'ensemble des producteurs veulent s'approvisionner en foin hors de leur entreprise, mais ça peut devenir problématique. Mais ce que je voudrais peut-être dire je reviens un peu à ce que j'ai dit au début, mais c'est jamais la bonne question de demander est-ce que c'est pertinent d'irriguer telle ou telle culture, mais c'est plus de s'intéresser au contexte dans lequel on est. Puis il y a un paquet de facteurs que c'est clair qu'une étude ne peut pas tenir compte, mais je veux dire, un producteur connaît son contexte, puis c'est important d'appuyer cette analyse-là sur ce contexte-là. Oui, puis tu sais, je reviens un petit peu là, aux frais là, récurrents comme l'irrigation. On a des frais annuels, tu sais, puis est-ce que on va avoir des pertes, mais ça va être, on connaît pas exactement, est-ce qu'on va avoir des pertes qui sont majeures une année sur 8, une année sur 10. Donc, l'irrigation, c'est intéressant, mais à chaque année, on va devoir payer pour amortir ce système d'irrigation-là. Donc, c'est difficile pour les producteurs, à mon avis, d'avoir exactement le bon scénario parce qu'on ne sait jamais ça va être quoi les prochaines saisons. Puis c'est un peu un coup de dé là, rendu là. Bon, ben, merci Jérémy, merci Carl, puis merci aux auditeurs d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode de Autrement dit. En terminant, un projet comme ça prend un coup de main financier. Il a pu être réalisé grâce à une aide financière du programme Innovation agroalimentaire, un programme issu de l'accord Canada-Québec de mise en œuvre du partenariat canadien pour l'agriculture, conclu entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Ce projet a aussi bénéficié d'un appui financier de Dubois Agrinovation. On tient aussi à remercier Diane Allard, Philippe-Antoine Taillon et France Bélanger de la Direction régionale de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches du MAPAC, qui sont intervenus à différentes étapes du projet. Ces remerciements s'étendent aussi à Dany 5-Mars de l'Université Laval. Enfin, un projet comme ça n'aurait pu se réaliser sans les entreprises suivantes. Ferme Jean-Claude Pouliot, Anglo-Acre, Ferme Barjot, Ferme Dubuc et Frères, Ferme Érilis, Ferme Fontabelle 1996, Ferme Gérard Raby, Ferme La Montagne, Ferme L'Oiseau Bleu, Ferme MG Lévesque et Fils et Ferme Rénil. Sans oublier nos collègues de l'équipe de Régie de l'eau, Lélia Anderson, Paul Deschênes, Antoine Lamontagne, Félix Lavoie-Lochet et Francis-Olivier Lortie, et notre biostatisticien, Mick Wu.